Bonjour à tous. Je vois que les connexions commencent à monter. Donc, je suis Anne-France Bonnet et mon complice à côté, à quelques centaines de kilomètres. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vois effectivement que le compteur monte. Nous sommes déjà à 30 participants. On va attendre quelques instants avant de démarrer. Parce que vous tous qui êtes connectés, on ne vous voit pas. Alors, on vous connecte quand même pratiquement tous, hein, sachez-le, parce qu'on vous a vu sur la liste. Donc, on espère en tout cas avoir l'occasion de se voir des visus dans quelques semaines, ou voilà, au mieux, après cette période étonnante. Et en tout cas, merci de vous être connectés. On va peut-être pas tarder à démarrer. Il est 14h01, Jean-Noël. Oui, on va voilà, 14h01. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces rencontres numériques, on peut démarrer presque à l'heure. On a moins de retard que dans le monde physique. On va démarrer puisque là, je crois qu'on est déjà une cinquantaine de participants. Je vois une cinquantaine de participants et le compteur monte encore. Donc, on voulait, avec Anne-France, vous dire bonjour à tous et à toutes et vous remercier d'être avec nous cet après-midi sur un sujet qui est là. Battery 30%. Bonjour, bonjour à tous. Donc, sur un sujet qui est la raison d'être en vrai, une boussole dans la crise. Pour se présenter, donc moi, je suis Jean-Noël Pelly, donc je suis accompagné d'Anne-France Bonnet, que vous voyez à l'écran. Donc, nous sommes tous les deux fondateurs et dirigeants de nos cabinets respectifs, donc Balthazar pour moi et Nueva Vista pour Anne-France. Donc, on travaille sur ce sujet-là maintenant plus d'une quinzaine d'années, une vingtaine d'années avec de nombreux dirigeants. Je parle du sujet, bien entendu, autour de la raison d'être, avec deux angles différents, un angle plutôt impact sociétal pour Anne-France et un angle plutôt transformation et innovation pour Balthazar. Et cette rencontre qu'on va vouloir interactive, vous allez voir, on va en parler après, en fait, est le kick-off d'une série qu'on a souhaité lancer. La raison d'être en vrai, en fait, on souhaite faire intervenir un certain nombre de dirigeants qui se travaillent sur ce sujet-là, concrètement, qui se posent des questions, donc qui viendront nous rejoindre dans les prochaines sessions. Donc là, on vous a mis un certain nombre d'entre eux qui nous ont déjà donné leur accord et qui viendront bien volontiers partager leur expérience, comme voilà, des entreprises comme Jeffco, comme Mano Mano, comme la Camif avec Emery, que certains d'entre vous connaissent, ou Patrice Carayon, président de Crédit France, ou Mylène, qui dirige le fonds Maïf Avenir, voilà, avec lesquels nous avons travaillé, Anne-France et moi aussi, pour la Maïf. Et donc, en fait, pour préparer d'ailleurs ces prochaines sessions à venir, on va commencer aujourd'hui ensemble, on va avoir besoin de votre input. Donc, comme on est nombreux là à être connectés, on est une soixantaine là à être connectés, on a mis en place un outil qui va vous permettre de communiquer avec nous avec cette klaxoon. Donc je laisse Manon vous décrire comment ça fonctionne et après je reprends la parole. Manon, tu peux nous expliquer comment on va fonctionner? Et bonjour à toutes et à tous. Alors pour vous connecter à Klaxoon, donc l'outil digital qu'on a mis en place pour que vous puissiez poser vos questions, donc vous avez trois possibilités. Soit vous utilisez le QR code qui est sur la slide, qui vous amènera directement à l'interface pour poser vos questions. Soit vous allez sur le site klaxoon.com et vous renseignez le code qui s'affiche également là sur les slides, donc PRA3WDV. Dernière option, vous pouvez retrouver dans la conversation collective de Zoom un lien direct vers l'interface. Je vous conseille plutôt d'y accéder depuis vos téléphones portables. Comme ça, vous aurez à la fois les slides présentés et puis votre téléphone portable pour poser vos questions. Donc, si jamais vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans Zoom à travers la conversation collective et peut-être vous pouvez vous adresser simplement au conférencier. Et si jamais vous n'y arrivez vraiment pas, vous pouvez aussi nous poser des questions par cette interface-là. Voilà, je redonne la parole à Jean-Noël. Ok, merci Manon.
Donc, en guise d'introduction pour lancer nos échanges avec Anne-France, on voulait cadrer un peu la réflexion en fait et le débat. Peut-être donner du sens aussi à pourquoi on a souhaité faire ces rencontres et de quoi on parle en fait. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez surtout pas à noter vos questions et faire part de vos commentaires parce que ça va nourrir après nos échanges et ça alimentera aussi les échanges à venir, hein, je le redis à nouveau. Donc, Et pourquoi on a… Oui, Jean-Noël, tu peux peut-être repréciser que le code pour poser les questions sur Klaxoon est sur chacune des slides. Hein. oui, ouais, tout Voilà. à fait. Alors, pourquoi cette rencontre aujourd'hui? Alors, vous le savez tous, on vit une crise absolument incroyable en ce moment. Hein, on est tous confinés d'ailleurs. Et on voit, et on a vu, et on a repris quelques photos représentatives, beaucoup d'initiatives d'entreprises dans la crise. Et alors, des choses très intéressantes, très symboliques. On voit la photo là, du masque Décathlon qui a été détourné par des ingénieurs qui ont permis d'utiliser pour des patients. Le fameux flacon Dior de VMH rempli de gel hydroalcoolique ou la communication de Deco qui a mis à disposition ses panneaux pour communiquer, ou la Maïf encore qui a fait beaucoup de bruit dans le monde de l'assurance en redonnant à ces sociétaires l'argent économisé sur les sinistres et en les invitant d'ailleurs à faire des dons auprès d'associations. Donc ça, c'est quelques exemples. Et ces exemples montrent qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment et on voit en fait qu'à travers cette crise sanitaire, elle pose en fait avec acuité la question du rôle et de la place de l'entreprise dans la société. De plus en plus, à travers cette crise, on voit que l'entreprise, à côté des collectivités locales, de l'État, des ONG, dans une logique de complémentarité, ça peut aider et ça aide à résoudre des problèmes de cette envergure, c'est-à-dire des problèmes sociétaux finalement d'envergure mondiale. Et c'est bien de ça dont on parle, hein, des problèmes sociétaux d'envergure mondiale. Ça pose la question du coup du rôle et de ce que peut faire l'entreprise en la matière. Alors évidemment, on le voit à travers plein de débats de philosophes, d'anthropologues, d'économistes, enfin, qui communiquent beaucoup en ce moment, surtout dans la presse ou dans les réseaux sociaux. On peut se poser la question, est-ce que c'est juste un effet conjoncturel? En fait, juste un effort de solidarité et de générosité en période de crise, qui est finalement assez naturel et qu'on retrouve assez couramment? Ou est-ce qu'on assiste à un changement de paradigme que beaucoup appellent de leur vœu, hein? On est nombreux à finalement à prendre le temps de la réflexion pour se dire demain comment on va se projeter, où est-ce qu'on va aller, quelle est la place justement durable de la société, alors de l'entreprise dans la société. Alors, nous, notre conviction et ce qu'on partage avec Anne-France et ce qu'on partage avec beaucoup des dirigeants qu'on accompagne, et on en reparlera avec eux lors des prochaines séances, c'est que la raison d'être, en fait, c'est une réponse, justement. Il y a 1 an, elle a été votée dans la loi Pacte. Elle existe aujourd'hui dans le cadre législatif français. Anne-France nous en reparlera après. Elle induit cette raison d'être, en fait, un nouveau modèle économique. Et parce qu'elle induit un nouveau modèle économique, pour nous, elle va être facteur d'un levier de transformation durable. Donc, c'est la différence, si vous voulez, entre un effort de générosité. Voilà, j'ai une entreprise, elle fait des profits, je gagne de l'argent et donc je peux me permettre de faire un effort pour la société, pour l'environnement, ou que sais-je encore. Ce n'est pas la même chose avec l'idée de intérioriser complètement vos impacts sociétaux à travers une raison d'être et d'en faire un modèle économique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette question du modèle économique, elle est pour nous essentielle dans le débat, hein, puisque on parle bien de l'entreprise. Alors, j'ai repris la fameuse phrase, vous la connaissez tous, de Milton Friedman, qui est fortement remise en cause aujourd'hui dans le capitalisme actuel, et pas seulement par des philosophes ou des utopistes, mais aussi par des économistes, puisqu'on a repris avec Anne-France deux phrases de prix Nobel d'économie, Olivier Hart, qui a développé le concept de shareholder welfare, ou Jean Tirole, qui est aussi prix Nobel d'économie, qui matérialise le fait qu'y compris dans le monde économique, on voit bien que la question de la finalité de l'entreprise, elle est reposée, et c'est bien l'idée derrière cette notion de raison d'être. Et c'est d'autant plus important, on le voit, que récemment, là, je disais une étude de la Harvard Business Review qui est sortie en février 2020, qui a regardé sur toutes les entreprises qui ont des fonds activistes à leur capital, hein, et c'était autour de 1300 entreprises analysées. On voit aussi que aujourd'hui, les entreprises qui sont dans cette logique de maximisation ne sont pas forcément les plus performantes sur le temps long. Et donc, c'est aussi une question importante pour les investisseurs aujourd'hui, et de nombreux fonds s'intéressent à ces questions-là et matérialisent à travers des études que finalement, c'est rentable et c'est plus intéressant
d'avoir une raison d'être qui, du coup, intériorise les questions d'impact sociétal. Et donc, du coup, il y a un alignement des intérêts qui peut se faire. Et ça, ça nous paraît être un point essentiel autour de la raison d'être. Enfin, peut-être aussi pour donner du sens au titre qu'on a donné à ces rencontres, qui est la raison d'être en vrai. Et ça, c'est le slide suivant. Je demande à Anne-France pour la raison d'être en vrai. C'est nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on aimerait échanger avec vous et avec les dirigeants qu'on va faire venir dans le cadre de ces rencontres, c'est la raison d'être à la façon d'agir. C'est-à-dire, au fond, la raison d'être, c'est une intention. Ok, beaucoup d'entreprises l'ont formalisée. Il y a eu beaucoup de choses écrites. D'ailleurs, avec des critiques pas mal de critiques sur certaines d'entre elles, puisqu'on compare effectivement l'intention à l'action. Et ce qui va nous intéresser, nous, dans ces échanges, c'est comment on passe de la raison d'être à la façon d'agir, et donc le pouvoir d'innovation et de transformation de la raison d'être. Et on voit que la raison d'être, en vrai, du coup, quand elle est vraiment pratiquée et qu'elle est déclinée, qu'elle est mise en œuvre à travers des preuves, elle a un énorme pouvoir transformant, que ce soit sur la stratégie, pour orienter la stratégie à long terme, pour assumer des renoncements, que ce soit en termes de gouvernance, et ça va être un sujet clé, et c'est d'ailleurs un sujet clé dans la loi, et Anne-France y reviendra, que ce soit dans le management, pour renouveler les valeurs managériales, ou même faire une évolution des modèles managériaux vers plus de confiance, plus d'autonomie, on y reviendra aussi, ou en matière d'innovation, pour ouvrir de nouveaux champs d'innovation, Ah, Jean-Noël est figé. Jean-Noël, on t'a perdu. D'écosystème, la RSE, bien sûr, tout ce qui est respectable, l'ensemble des champs. Je m'arrête là, j'ai la parole à Anne-France pour reprendre la suite et nous donner quelques éclairages aussi sur de quoi on parle en fait plus précisément quand on est sur ces sujets de raison d'être. Alors pour information, Jean-Noël, et je pense que vous l'avez tous vu, la dernière partie de ton intervention, on ne l'a pas entendue. Mais pardon. Ce n'est pas très grave parce qu'on avait la slide sous les yeux, donc je pense que vous avez tous compris le propos que portait Jean-Noël, donc les différentes zones d'impact et les enjeux d'alignement d'une raison d'être dans le cadre d'une entreprise. Donc, c'est vrai, ce qu'on voulait faire ensuite, finalement, pour être bien aligné sur de quoi il retourne, c'est de passer par trois points qu'on voulait vous proposer avec Jean-Noël. Le premier point, c'est au fond, pourquoi ce concept a émergé en 2019 ? Pourquoi pas avant ? La date n'est pas neutre. Le deuxième sujet sur lequel qu'on voulait partager avec vous, c'est de bien revenir sur le choix des mots. Donc, ces mots raison d'être n'ont pas été choisis par hasard et on voulait le partager avec vous. Et enfin, revenir ensemble sur le sens des mots. Donc, voilà, trois idées clés que je pense vous connaissez par cœur, mais c'était intéressant de se réaligner autour de ces trois idées. Donc, la première, comme je vous le disais, c'est pourquoi l'inscription de la raison d'être dans notre cadre légal a émergé en 2019. Alors, premièrement, il ne faut pas oublier que si on prend une symbolique, on est peut-être finalement au sommet d'une vague, mais qui a démarré derrière nous. Si on regarde en arrière, il y a 50 ans, on a mis en effet 50 ans pour successivement, par vagues successives, confirmer, avérer le rôle des entreprises face aux défis sociaux et environnementaux. Donc, première profondeur de champ qu'on peut avoir en tête. Et la deuxième perspective qu'on pourrait se donner, là, l'échelle n'est pas la bonne, mais c'est finalement le fait qu'il y a 200 ans, la société anonyme a été créée. Et donc, c'est un point intéressant parce que c'est à partir de ce moment-là où la société devient une entité composée de capitaux. Ces actions peuvent être cédées librement. Alors, si on est un peu radicaux, on peut aussi se dire que c'est à partir de ce moment-là que progressivement, certaines entreprises, qu'il y a eu un dérapage, si on peut dire, ou un décalage entre l'entreprise et l'économie réelle, avec, si on regarde sur le territoire français, le premier krach boursier
qui vient de l'Union Générale, la Banque Union Générale en 1882. On ne reparle pas de la crise économique mondiale en 2008. Et en France toujours, cette volonté politique fin 2017 et en 2018, qui peut être illustrée à travers un verbatim de notre président. Donc l'entreprise est un lieu où des femmes et des hommes se sont engagés. Certains mettent du capital, d'autres du travail. Et c'est peut-être ça qui a été oublié en chemin. Ce qu'on se dit aussi quand même pour compléter, mais ça vous le savez certainement, c'est que l'enjeu sur le territoire français, au regard de la faiblesse de la conscience économique, ou en tout cas, oui, qu'il y a une conscience économique assez faible en France, on le voit dans les différents baromètres par rapport aux autres pays du monde, qui veut dire qu'on comprend peu ou mal la place de l'économie, ou en tout cas son rôle vis-à-vis de la société. Il est urgent de repositionner l'entreprise et le rôle qu'elle peut avoir au sein de la société. Et donc, on termine avec cette proposition dans le cadre de la loi Pacte en 2019. Voilà. Un autre point qu'on voulait partager avec vous, même si pour nous tous maintenant c'est devenu une évidence, c'est pourquoi ces deux mots, raison d'être, ont-ils émergé et pourquoi d'autres mots qui faisaient partie du vocabulaire des entreprises depuis de nombreuses années n'ont pas été maintenus. C'est tout simplement pour dire qu'on est vraiment dans une rupture et que ce n'est absolument pas par hasard que ni les vocabulaires qu'on connaît bien de vision, mission ou valeur, ou encore celui de purpose, qui est plutôt associé à celui des marques, n'ont été utilisés. Les mots raison d'être ne sont donc pas là par hasard. Il s'agit bien d'une formulation collective qui est inscrite dans les statuts. Donc, il y a déjà un cadre légal qui n'existait pas auparavant sur les mots précédents. L'enjeu étant de rapprocher les chefs d'entreprise et les entreprises avec leur environnement de long terme. Et un deuxième point à avoir en tête, c'est qu'avec ce vocabulaire de raison d'être, on est bien sur un objet méta qui s'adresse à toutes les parties prenantes et non pas uniquement au marché, pour orienter les sociétés à ne plus être guidées par une seule raison d'avoir. Et enfin, et là aussi, ça n'est qu'un rappel parce que je pense que vous connaissez ça bien, le dernier point, c'est quel sens mettons derrière les mots. La loi a été relativement peu bavarde. Ce qui est écrit dans l'article 169 de la loi Pacte, mais il faut bien voir le sens là aussi derrière les mots, c'est qu'une raison d'être se constitue des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc c'est là aussi où on voit que la raison d'être s'accompagne de drivers ou en tout cas de façons d'agir dont parlait tout à l'heure Jean-Noël pour la faire exister. Et ensuite, vous avez peut-être vu les textes qui sont présents dans l'exposé des motifs du projet de loi Pacte et le rapport Nota-Sénard. On peut peut-être prendre le premier rapidement pour l'avoir en tête. La raison d'être s'oppose à la raison d'avoir. Elle constitue pour la société une forme de doute existentiel fécond, permettant de l'orienter vers une recherche du long terme. Elle peut ainsi avoir un usage stratégique en fournissant un cadre pour les décisions les plus importantes. À la manière d'une devise pour un État, la raison d'être pour une entreprise est une indication qui mérite d'être explicitée sans pour autant que des effets juridiques précis y soient attachés. Donc, en synthèse, voilà, nous, ce qu'on peut vous proposer, parce qu'il n'existe pas de définition officielle, hein, mais cette formule, cette raison d'être, elle est bien là pour expliquer, pour expliciter où va l'entreprise, comment elle y va et pour qui. Elle définit l'identité, la vocation et l'essence profonde de l'entreprise. Elle donne du sens à la gestion de l'entreprise et à ses projets. Il s'agit du point de rencontre entre le projet de l'entreprise et les attentes sociétales, les motivations internes et externes, le passé et l'avenir. Et c'est une formulation qui permet d'exprimer la vision singulière de l'entreprise, de sa relation à ses parties prenantes et à la société. Donc voilà ce qu'on voulait vous proposer comme propos introductif. Je pense que vous êtes à peu près la moitié d'entre vous à avoir contribué à des questions. Donc, peut-être que ce qu'on peut faire à ce stade, c'est vous partager tout ce que vous avez proposé. Manon, est-ce que tu peux…
Peut-être en attendant, Anne-France, j'ai vu qu'il y avait une question sur le fil de conversation sur « mais quelle est la traduction de raison d'être en anglais ?» Je trouve que c'est une excellente question. Ouais, D'ailleurs, c'est une question qu'on nous a posée, enfin moi, qu'on m'a posée pas mal de fois. Alors, souvent, on la traduit avec le mot purpose, et on parle de purpose driven company, enfin le mot purpose. Et en fait, c'est pas forcément la meilleure traduction. D'ailleurs, il y a des débats d'experts aux États-Unis dans les chercheurs en management sur cette question. Et en fait, aux États-Unis, par exemple, le mot raison d'être existe. C'est-à-dire qu'on garde le mot raison d'être en anglais aussi. Preuve que le mot raison d'être, il a un sens bien particulier qui vient un peu aussi, c'est un mot très français, hein, philosophie des Lumières, donc il fait référence à certains axes philosophiques. Et la notion de purpose, c'est une notion plus anglo-saxonne, en fait. Et donc, il y a des nuances dans le propos, et c'est un mot qui ne se traduit pas facilement, en fait, la raison d'être. Parce qu'on est dans l'être, hein, dans raison d'être, raison d'exister, et donc c'est une question assez fondamentale, en fait, qui est adressée à travers ce mot-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment une traduction exacte dans le monde anglo-saxon, en fait. Ce qu'on rapproche le plus, c'est le mot purpose, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, la conviction qu'on commence à avoir, c'est de ne surtout pas traduire. Ouais, donc la garder en… Donc, j'espère que vous voyez tous le lien, ouais. ce que Manon est en train d'afficher. Le lien entre raison d'être et business, peut-être que je rebondis là, je vois ce premier, on va les prendre, on va en prendre le maximum. De toute façon, ce qu'on s'est dit avec Anne-France, c'est qu'on va essayer de répondre à des questions et puis en garder aussi un certain nombre pour les prochaines sessions. Et puis bien sûr, après, on peut toujours converser avec chacun d'entre vous si vous le souhaitez, en one-to-one, il n'y a aucun problème. Si je prends le lien entre raison d'être et business, on va en prendre un sur une entreprise qu'on connaît bien, Anne-France et moi, et avec lesquels on a travaillé, c'est par exemple la Maïf. Vous savez que la Maïf a travaillé sur sa raison d'être, hein, qui est l'attention, dans sa formulation, il y a la notion d'attention sincère portée à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la Maïf, par exemple, quand elle traduit sa raison d'être dans son business, ça va se traduire, par exemple, l'attention sincère portée à l'autre. Si je la traduis de manière très opérationnelle et très concrète, ça veut dire que quand vous allez avoir une gestion des sinistres, ce qui est le métier de l'assureur, en tout cas une partie du métier de l'assureur, ça veut dire que quand vous allez entrer en relation avec eux, ils ont fait le choix, par exemple, de ne pas externaliser leur call center dans des pays exotiques, mais de les garder en France. Ils ont fait le choix de ne pas mettre de KPI de temps, c'est-à-dire pour que les gens traitent correctement les clients, donc de prendre le temps avec les clients, c'est-à-dire qu'ils mettent 2 fois plus de temps que d'autres assureurs à traiter la relation avec le client, et qu'à la fin, ces choix opérationnels, ces choix business, en fait, ont un impact. C'est que la Maïf a un des taux de churn le plus bas du marché. Le taux de churn, c'est la perte de votre portefeuille client, qui est de l'ordre de 2-3%, là où la moyenne du marché est plus proche de 10%. Résultat des courses, pour la Maïf, c'est 100 millions d'euros d'économie par an. Et donc, 100 millions d'euros d'économie, on voit bien comment ça reboucle avec le modèle économique. On voit bien en quoi une raison d'être qui peut paraître très éthérée, très philosophique, très méta, elle a un impact direct sur les choix d'organisation, sur les choix d'investissement, sur la manière dont on gère la relation client, sur le modèle économique. Donc, à la fin, c'est pour ça qu'on dit, voyez, une raison d'être qui est en vrai vraiment mise en œuvre, ce n'est pas juste quelques beaux slogans sur un bout de papier, c'est vraiment derrière des choix. Et donc, ça veut dire que ça va impacter l'ensemble des dimensions de l'entreprise. Voilà pour ce post-it-là. Peut-être tu veux en prendre un autre, à ton avis ? Oui, on peut peut-être rebondir sur… il n'y a pas de priorité, hein, mais j'en vois une là qui est de dire quelle clé pour en faire un ciment profond de l'entreprise. C'est une question qui tourne autour de comment éviter la raison d'être washing, voilà, qui est le post-it bleu là-haut. En fait, quand on regarde le cadre légal et quand on regarde plus globalement comment s'y prennent les entreprises, il y a 2 choses pour éviter le purpose washing, il y en a même 3. La première, si on regarde chronologiquement, et Jean-Noël, tu m'interromps si tu veux compléter, mais la première, c'est quelle démarche je mets en œuvre pour la formuler. Donc, plus ou moins souveraine ou plus ou moins collaborative. Comment j'implique mon corps social et mes parties prenantes externes dans l'aventure de la formulation de la raison d'être.
La deuxième clé également, c'est quel driver ou quelle façon d'agir explicite j'associe à cette raison d'être pour être en capacité de la faire vivre et pour éviter d'aboutir à une formulation qui soit peut-être théorique et qui parle peu aux équipes en interne. Et la troisième façon d'éviter la raison d'être washing, c'est aussi l'inscription statutaire. Parce qu'à partir du moment où vous avez onboardé l'ensemble des administrateurs et des actionnaires dans cette aventure, puis que vous avez fait voter la raison d'être en AG exceptionnel pour l'inscrire dans les statuts, l'aventure démarre. Donc, et je pense qu'après, on pourra dans une autre session d'ailleurs, ou peut-être qu'on peut vous le montrer si on a le temps aujourd'hui, mais quels sont les critères d'appréciation d'une bonne raison d'être? Parce que comme on n'est absolument pas sur un exercice de slogan de marque, mais de formule qui peut tenir en une phrase ou en 2 pages, mais qui doit parler d'abord à l'entreprise et à son écosystème, arriver à apprécier une bonne raison d'être est un exercice qui est assez complexe. Donc, voilà. Juste peut-être tu peux montrer, Anne-France, parce que sur ce sujet-là, avec Anne-France et avec nos équipes respectives, on a effectivement travaillé sur un modèle d'analyse, en fait, on peut dire, des raisons d'être sur lesquelles on travaille et qu'on observe. Donc, tu sais, c'est le slide 16, Anne-France, tu l'as devant toi. Ouais. Ouais. Et donc, on a identifié 5 critères, en fait, sur cette question de la raison d'être. Est-ce que vous voyez mon écran là ou pas? Comment? Pas une geek. Est-ce que vous voyez l'écran là ou pas? Ouais, on voit l'écran. Ouais, tu vas à slide 16. On a identifié 5 critères qui nous paraissent assez intéressants à discuter à chaque fois qu'on travaille sur ces questions-là. On a appelé ça avec une évaluation de ces critères sur une échelle de 4 notes, en fait. Et on peut prendre n'importe quelle raison d'être. Et d'ailleurs, on pourrait faire l'exercice ensemble. Là, on ne va pas avoir le temps, mais c'est intéressant de faire ce type d'exercice quand on travaille sur ces sujets-là. C'est de se dire, au fond, les raisons d'être. Est-ce qu'une raison d'être, dans quelle mesure la raison d'être reflète peut-être la singularité de l'entreprise? Le premier critère en haut, unicité. Deuxième critère, la projectivité. Dans quelle mesure la raison d'être, elle projette l'entreprise dans l'avenir? Troisième critère, de congruence. Dans quelle mesure la raison d'être est-elle cohérente avec l'image de l'entreprise? Est-ce qu'il y a un écart important entre ce que… Quatrième critère, la portée sociétale. Dans quelle mesure la raison d'être exprime-t-elle la contribution sociétale de l'entreprise? Et enfin, un cinquième critère, qui est le critère d'engagement. En quoi la raison d'être crée-t-elle les conditions d'engagement de ses parties prenantes? Et on peut, à travers la lecture des raisons d'être, évaluer en fait le choix que font d'ailleurs les entreprises sur ces différents axes. Et on va voir qu'il y a des raisons d'être où elles vont plutôt valoriser une singularité, d'autres vont être très portées sur la dimension sociétale, d'autres vont répondre à l'ensemble des critères ou seulement à 2 ou à 3. Et c'est intéressant, l'idée n'est pas forcément évidemment, ça serait idéal si on était très bon sur tous les critères, mais l'idée, c'est plutôt de se poser les bonnes questions et de se dire, au fond, à travers cette raison d'être, l'entreprise et l'ensemble de ses parties prenantes, sur quoi finalement on va voir où va se focaliser l'énergie dans le travail de conception de cette raison d'être. Mais nous, il nous semble que ces 5 critères sont importants à évaluer, à questionner pour pouvoir travailler sérieusement sur ce sujet-là. Pour revenir, on n'a plus les sous les yeux, on va peut-être y revenir, mais il y avait une question qui était intéressante sur le temps. Combien de temps faut-il pour formuler collectivement sa raison d'être? Donc là, pardon, je pensais, Jean-Noël, que tu allais reprendre la question au vol. Mais, non, je n'ai pas vu la question, je ne la vois pas. Non, mais je l'ai retenue, moi, parce que c'était une question que je trouvais intéressante. Donc, combien de temps? Combien de temps faut-il pour formuler et formaliser sa raison d'être? Ah, combien de temps? Alors, ça, c'est assez variable. Ce qui est sûr, c'est que ça ne se fait pas sur un coin de table en une réunion ou en un workshop. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai rarement vu. Et j'ai tendance à penser que si on vous propose ça comme travail, ça ne va pas être un travail très sérieux. Puisque c'est un travail introspectif qui va nécessiter à la fois de rentrer assez fortement dans la compréhension de ce qu'est l'ADN de l'entreprise, sa singularité, et en même temps aussi un travail qui peut être en logique de co-construction, qui va intégrer l'ensemble des parties prenantes, ça prend du temps.
nous, en moyenne, en tout cas avec Anne-France, quand on travaille sur ces sujets-là, on est plutôt sur plusieurs mois de travail. Et certains dirigeants vous diront d'ailleurs, Emery qui viendra peut-être témoigner là, dans un des prochains, même sûrement, sur la CAMIF par exemple, lui nous disait, lui, il lui a fallu 2 ans pour travailler sur sa raison d'être. À chaque fois, il le dit en plaisantant en disant je ne suis pas très rapide, mais en fait, non, il a raison, ça prend du temps. C'est un temps, parce qu'il y a besoin d'un temps de maturation sur ces questions-là, parce qu'une raison d'être a besoin de s'approprier, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, ça doit passer de la tête aux tripes, et c'est un temps de digestion, et ce mécanisme-là nécessite d'y revenir. Enfin, on voit bien, on travaille avec Anne-France sur certaines entreprises en ce moment sur ces questions-là, et on voit à quel point c'est important de laisser reposer, puis d'y revenir, de recreuser, de revenir, et de le faire dans un processus un peu brownien qui s'élargit progressivement avec l'ensemble des parties prenantes internes, externes, pour arriver à formuler quelque chose qui peut paraître d'une banalité absolue à la fin, mais qu'en fait le résultat d'une maturation assez lente. Donc pour nous, c'est un long travail et ça demande du temps. Sinon le risque, c'est qu'après, on ne puisse pas en faire quelque chose de sérieux et qui justement ne devienne pas un objet, qui soit un objet business au sens qui va impacter l'ensemble des dimensions de l'entreprise. Alors, une autre question que j'avais notée aussi. Manon, tu peux peut-être nous remettre le tableau des questions. Ouais, alors attends, il faut que je… Est-ce que tu as la main, Manon? Il y a une question intéressante qui était est-ce que c'est le bon moment et est-ce que c'est pas, voilà, vu l'ampleur de la crise et le choc que cela provoque chez chacun, est-ce qu'on ne risque pas de paraître déconnecté ou hors sol vis-à-vis de nos collaborateurs si on lance aujourd'hui une réflexion sur la raison d'être? C'est un bon sujet, ça, parce que nous, au début, pendant la crise, on a été étonnés. Enfin, là, ça fait maintenant 6 semaines, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Anne-France, mais en tout cas, depuis 6-7 semaines, on a plusieurs cas d'entreprises qui, au contraire, ont décidé d'accélérer sur ce sujet-là, même de mettre ce sujet-là à l'ordre du jour, alors qu'on pourrait penser qu'honnêtement, le sujet est plutôt à la gestion de crise et à revenir au back to basic et sur des fondamentaux très court terme. Il y a ça, évidemment, puisqu'on est en pleine crise, il y a beaucoup d'entreprises, on est tous dans ce cas-là, nous-mêmes dans ce cas-là. Mais en fait, beaucoup d'entreprises ou beaucoup de dirigeants nous disent c'est le bon moment pour se poser la question parce qu'on va en avoir impérativement besoin à la sortie de crise. Parce qu'au fond, le délitement qu'on observe du lien lié au confinement, le fait que quand on va revenir à un mode de fonctionnement un peu plus nominal, il va bien falloir remobiliser le corps social, remobiliser l'ensemble de ses parties prenantes. Et la raison d'être peut être un superbe levier pour ça. Et donc aujourd'hui, nous, on se rend compte qu'au contraire, ça peut être un sujet qui fait sens aujourd'hui. En tout cas, on a observé ça, honnêtement, on avait des doutes, hein, on pensait que la crise allait plutôt générer des réflexes de court terme, et pas tant que ça. Moi, je suis surpris de voir qu'il y a quand même, enfin en tout cas dans les gens qu'on côtoie, des gens qui prennent le temps de la réflexion et de se poser des questions sur l'après-crise et sur du coup comment on a envie de faire évoluer nos modèles, comment on a envie de pivoter, comment on a envie d'en profiter en fait pour se disrupter davantage sur un certain nombre d'axes et la raison d'être aide à ça. Je ne sais pas soit ce que tu en penses, Anne-France, mais… Non, je suis complètement alignée. J'ai envie de rebondir sur une question étonnante. Les entreprises qui partagent la même raison d'être pourraient faire communauté. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est une contradiction puisque chaque raison d'être se doit d'être impérativement singulière. Donc, par essence, il ne devrait pas y avoir d'entreprise qui partagent la même raison d'être. C'est un peu provoque comme réponse. Ensuite, j'avais envie de rebondir sur quelqu'un. Voilà. Est-ce que la raison d'être n'est pas une nouvelle façon de parler de RSE? Alors, c'est un sujet qui est très intéressant, qu'on est en train d'explorer. Est-ce qu'il s'agit d'une rupture ou d'un changement d'échelle, en fait, par rapport à la RSE? Les objets, enfin, l'objet RSE et l'objet raison d'être ne sont absolument pas les mêmes et comment dire, ne proviennent pas de la même mécanique. Par contre, ils sont articulés. Donc, la raison d'être, c'est une réflexion qui vient de l'essence. On réfléchit à son essence, alors que la RSE, on réfléchit à ses impacts. Ce qu'on peut imaginer, là, on ne va pas vous partager la slide parce que ça n'a pas grand intérêt. Et comme vous êtes tous experts sur ces sujets, vous allez vite saisir. Mais ce qu'on commence à voir dans certaines entreprises qui ont un historique de raison d'être et de RSE assez mature, c'est que finalement, l'articulation, elle est sur la matérialité, c'est-à-dire que les enjeux les plus matériels en termes de responsabilité
se retrouve forcément en pivot de la raison d'être, mais tous les enjeux de responsabilité ne sont pas forcément des éléments pivots ou des façons d'agir clés liées associées à la raison d'être. Voilà. Donc, pour répondre à la question, ce n'est pas une nouvelle façon de parler de la RSE, même si les sujets sont très articulés. Je reprends une autre question à la volée aussi. Je vois comment la raison d'être s'articule avec la stratégie. On aligne la stratégie avec la raison d'être ou c'est l'inverse? Alors pour nous, c'est clair, c'est que on aligne la stratégie avec la raison d'être. C'est-à-dire que la raison d'être, c'est un objet méta qui est au-dessus. D'ailleurs, le cadre temporel de la raison d'être c'est un cadre long. La stratégie, on est sur une vision à plus court terme, on va dire à 3-5 ans, pour faire simple. Et alors que la raison d'être, on est sur un horizon de temps, c'est plutôt à l'échelle, ça peut être à l'échelle de 10, 20, 30 ou 50 ans. On a un certain type de réflexion, on porte loin. Et donc, c'est un cadre plus global. Et d'ailleurs, ça fait partie des sujets sur lesquels, puisqu'à partir du moment où on travaille sur sa raison d'être, ça vient impacter la stratégie. Tout à l'heure, on parlait de la Maïf. Quand la Maïf a commencé à travailler sur sa raison d'être il y a déjà quelques années, parce qu'ils ont travaillé sur leur raison d'être, ils ont pris des choix stratégiques majeurs. Par exemple, pour ceux qui connaissent le secteur de l'assurance, ils sont sortis d'un partenariat qui s'appelait le partenariat Spheren, qui était l'équivalent à peu près d'un Covea aujourd'hui qui regroupe plusieurs marques d'assurance. Et ce choix stratégique majeur de sortir d'une alliance stratégique a été un choix qui a été déterminé par le fait qu'ils ont travaillé sur la raison d'être. À partir du moment où la raison d'être, elle vous recentre sur votre singularité et sur ce qui fait que vous êtes excellent finalement, parce que la singularité, c'est là où vous allez être excellent, elle va vous obliger à faire des choix qui soient des choix stratégiques majeurs. Et on pourra y revenir d'ailleurs avec certains dirigeants qui nous expliqueront en quoi justement ça vient percuter le travail sur la stratégie. Tu voulais réagir sur une autre question, peut-être Anne-France? Oui. Comment se situe la France au sein de l'Europe sur le sujet raison d'être? Alors, ce que nous disent les chercheurs et ce qu'on voit dans les forums européens sur le sujet, c'est que la France a une façon de faire extrêmement atypique et originale qui est regardée de très près par les autres pays européens et donc au sein de la communauté européenne. Sur l'articulation, vous savez, à 3 étages qu'on ne vous a pas montré parce qu'on pense que vous la connaissez tous, entre la modification du code civil, la proposition de la raison d'être et la proposition de la qualité de société à mission. Donc, cette articulation à 3 étages, en fait, qui crée une incitation forte et une orientation à toujours regarder vers le haut, est tout à fait inattendue et voilà, et très regardée. Donc, pour répondre à votre question, comment situe la France au sujet de la raison d'être? Elle se situe assez en pointe. Donc voilà, et les autres pays européens n'ont pas forcément pensé comme ça en escalier à ce stade. Attendez. Oui, il y a une question. Attends, parce qu'il y a plein de questions là en pile, en bas à droite là. Ah oui, c'est qu'on les a déjà traitées. C'est ça qu'on a déjà Ah oui, traité. d'accord. Comment peut-on concrètement interroger ses clients sur sa raison d'être? Alors, j'ai malheureusement pas celui ou celle qui a posé la question en face de moi. Je ne sais pas s'il s'agit de modalités, c'est-à-dire mais en effet, quand on parle d'exercice de formalisation de sa raison d'être, chaque démarche étant extrêmement spécifique aux entreprises, hein, mais de toute façon, il y a forcément une interaction avec des parties prenantes externes à plus ou moins grande échelle. Donc, soit des concertations à très grande échelle, enfin des consultations pardon, à grande échelle sur le mode digital. Donc, pour les clients, c'est ce que les entreprises qui ont eu des consultations externes en digital large ont fait, ou avec une sélection là, beaucoup plus quali de parties prenantes externes, dont les clients, à travers des rendez-vous d'échange. Donc, je ne sais pas si vous voulez en savoir plus, mais je ne sais pas ce que tu peux rajouter, Jean-Noël, là-dessus. Juste, je peux rajouter, ce qui est intéressant sur les clients, peut-être une notion, mais
sans rentrer dans la méthodologie, dans le détail, parce que ce serait long, mais les clients qui sont intéressants aussi à aller interroger, c'est les clients fidèles. Parce que les clients fidèles à votre entreprise, forcément, ils ont une bonne raison d'être là. Et souvent, dans cette bonne raison, il y a beaucoup d'implicites, il y a beaucoup d'intangibles, il y a beaucoup de choses qui sont non dites. Et donc, à travers des focus group de clients très fidèles, on va aller, on va dire, déterrer des choses très intéressantes. Et ces choses très intéressantes, elles parlent de la relation très particulière qu'un client fidèle a avec une entreprise. Et cette relation-là, elle va donner des clés sur, au fond, votre singularité, sur votre valeur ajoutée, sur la place que vous jouez pour ces personnes. Et c'est assez riche, justement, d'aller chercher cette matière-là, comme avec d'autres parties prenantes. Parce que les clients en sont une, mais Voilà. ils n'en sont qu'une. Ouais. Mais c'est une matière qui vaut le coup, quoi, effectivement. Il ne faut pas oublier que dans le challenge partie prenante de la raison d'être, qui est une étape absolument clé, il faut bien réfléchir aux parties prenantes qu'on veut avoir autour de soi. Les clients représentent une catégorie, mais pas que. Alors, quels sont les principaux acteurs dans la définition de la raison d'être et de sa mise en œuvre? Oula. En interne et en externe. externe. Ah oui. Ouais. Alors, Déjà, il y en a déjà un, je te coupe la chic, Jean-Noël, mais le premier acteur sans lequel rien n'est possible, c'est le ou les dirigeants. ça, c'est une condition sine qua non. Voilà, c'est même un prérequis. Mm. C'est le dirigeant qui porte le projet. Pourquoi? Parce que sinon, de toute façon, ça ne sera pas l'intérêt de travailler sur il faut que ça soit porté par les dirigeants, qui d'ailleurs va faire le pivot autour de l'ensemble des parties prenantes, que ce soit vers le haut, vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis de toutes les parties prenantes, ou l'ensemble ou des clients, et vers l'interne. Et de toute façon, un sujet comme ça, il a de telles répercussions derrière, en termes de stratégie d'organisation, comme on l'a vu, que si ce n'est pas porté au plus haut niveau de l'entreprise, il est peu probable que ça produise des effets escomptés. Et donc, d'ailleurs, c'était un des enjeux sur la. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'en travaillant sur la raison d'être, avec des dirigeants, on est en train de ramener les sujets RSE sur la table des dirigeants de façon assez forte. C'est une des raisons pour laquelle on aime bien travailler aussi ensemble avec Anne France, parce qu'on voit que c'est une des difficultés historiques du sujet sur la RSE, c'est comment on en fait un enjeu. Voilà, on ramène ces sujets-là en enjeu business, et la raison d'être, elle se traite au plus haut niveau de l'entreprise. Après, elle va mobiliser souvent, nous, ce qu'on observe, on voit dans les différentes. On crée souvent des core teams qui vont être après la core team de travail. Et on associe souvent dans ces core teams à la fois le dirigeant, la DRH, les responsables de la com, les RSE. Enfin, on est en transversalité, en fait, parce qu'en fait, on va jouer sur un ensemble de parties prenantes qui font qu'on a besoin, en fait, d'avoir un projet qui va être coporté avec plusieurs compétences et plusieurs parties, en fait, de l'entreprise. Alors, après, enfin, elles sont toutes passionnantes. Alors, de toute façon, on garde tout. Et ce qui n'est pas traité aujourd'hui, ou même si on a envie de les retraiter, on les fera on les retraitera avec les dirigeants qui vont Il nous venir. reste 3 minutes. Ouais, voilà. Mais je voulais juste rebondir avant de vous remercier et de vous saluer sur la gouvernance. Il y a un sujet absolument passionnant sur la gouvernance de la raison d'être. En fait, il y a qui est un vrai sujet. Il y a un premier signal qui est apporté par la proposition de la qualité de société à mission, c'est de se dire qu'à partir du moment où on a une raison d'être, rappelez-vous, le cadre conceptuel de la mission et de la raison d'être est le même. Donc, la proposition dans le cadre de la société à mission, il y a bien une gouvernance dédiée à la raison d'être, aux engagements associés. Donc, une gouvernance qui est séparée des instances de gouvernance classiques et qui est composée de parties prenantes gestionnées par l'entreprise et associées en fait à la mission et aux engagements. Donc, pour répondre à cette question, il va y avoir des gouvernances spécifiques de raison d'être qui vont en fait soit amener au comité de parties prenantes existants, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont aujourd'hui des comités de parties prenantes pour les accompagner plus
sur des sujets d'éthique et de responsabilité, peut-être que ces comités de parties prenantes vont prendre une nouvelle dimension à travers une inscription statutaire de la raison d'être. Donc, quand tu dis une nouvelle dimension, ils vont aborder des sujets plus stratégiques et plus globaux. En tout cas, 2020, 2021, 2022, ce sont des années qui vont être passionnantes parce que avec des expérimentations de gouvernance plus ouvertes liées à des inscriptions statutaires de raison d'être ou de mission. Et ça sera intéressant de partager ça avec des sociétés à mission que vous allez rencontrer au travers des prochains rendez-vous. Oui, et puis là-dessus, c'est vraiment un sujet. Alors pour le coup, là, on est sur un sujet même d'innovation, hein, managériale, on va dire, puisque d'ailleurs Anne-France et moi, je ne sais pas si je l'ai dit en introduction, mais on est membre de la communauté des entreprises à mission qui lance un certain nombre de groupes de travail. Et d'ailleurs, le prochain groupe de travail qu'on va animer ensemble avec des dirigeants, c'est justement sur cette question de la gouvernance. Parce que c'est une question assez complexe et qui est fort intéressante parce que forcément, une raison d'être qui n'est pas gouvernée, ça ne marche pas. Et donc, il va falloir créer les bonnes instances et les bonnes modalités de gouvernance pour que ça tienne dans le temps, puisqu'il va falloir créer d'une certaine manière un contre-pouvoir à une gouvernance classique qui est plus orientée, on va dire, sur le court terme, et donc de créer des conditions de remettre de la tension dans le système, et une tension fructueuse qui va permettre d'arbitrer ces rapports au temps court et aux rapports au temps long qui sont inhérents à la question de la raison d'être. J'ai vu une question sur quelle est la contribution de la fonction ressources humaines dans le travail sur la raison d'être. Elle est essentielle, hein, parce que, qu'on disait tout à l'heure, la raison d'être, elle va se décliner dans des modèles managériaux. Vous voyez, par exemple, je reprends l'exemple de la Maïf, parce que bon, comme ça, pour avoir un fil rouge, mais ils ont eu tout un travail sur le management par la confiance, et qui est hyper cohérent avec leur raison d'être. Ce management par la confiance, il donne lieu à un nouveau modèle managérial, même un nouveau contrat social. Il va donner lieu à un travail sur les comportements, les valeurs. Tout ça, c'est des dimensions qui peuvent être complètement assumées et portées par les fonctions ressources humaines. Et d'ailleurs, pour beaucoup de ressources humaines, c'est une superbe opportunité, parce qu'en fait, souvent, les ressources humaines sont porteurs de ces projets d'innovation en matière managériale, en matière de comportement et des valeurs humaines. Et donc, de pouvoir les raccrocher justement et par rapport à la raison d'être, ça va donner de la puissance en fait, et de la force à ces projets dans l'entreprise. Donc, moi, ça me paraît être important qu'ils soient associés très en amont d'ailleurs, puisque c'est aussi une des conditions de réussite et de mise en œuvre, et faire en sorte qu'au quotidien, les gestes, les comportements des collaborateurs de l'entreprise soient parfaitement cohérents. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du call center, mais si la personne au call center, elle gère mal la relation avec le client, alors qu'on a comme raison d'être l'attention sincère portée à l'autre, ça fait des dégâts monstrueux. Donc, les preuves, elles doivent se faire au quotidien, tous les jours. Et ça, si ce n'est pas apporté par les individus en permanence au quotidien, ça ne marche pas. Donc, voilà sur ce point. Je vois qu'il est 48 là, on avait dit qu'on 45, alors je vois qu'il y a encore du monde, on est encore 70 personnes là, connectées. On peut, si vous le souhaitez, hein, continuer à prendre 2-3 questions. Anne-France, on peut continuer. Puis bon, ceux qui doivent nous quitter, n'hésitez pas à nous quitter, il n'y a pas de problème. On est très bavard, on pourrait continuer des heures. Hein. Ouais, moi, il y en a une que je regarde avec gourmandise, et la principale difficulté de la mise en œuvre de la raison d'être. Moi, j'ai envie de lancer comme idée, c'est tant que le collectif impliqué sur le projet n'a pas viré sa cuisse, il y a toujours un biais cognitif à arrêter de penser qu'une raison d'être est un objet de communication. Voilà, donc ça met un certain temps. Hein. Et qu'on est sur un sujet beaucoup plus profond. Et voilà, je pense que c'est voilà, les premières sessions de réflexion et de travail, et même tous les autres, on vient de plusieurs dizaines d'années, voilà, où il y a une confusion quand même par rapport à un slogan. Et je pense que ça ralentit beaucoup. Bon. Peut-être qu'on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, on est très content de voir qu'il y a beaucoup de contributions, beaucoup de questions. Comme le disait Anne-France, comme le disait Anne-France, on va garder tout ça et on va revenir dessus lors de prochaines sessions.
Donc, j'espère que ça vous a donné envie de continuer et de poursuivre les échanges sur tous ces sujets-là. Nous, c'est comme ça qu'on a envie de le voir, hein, ces temps-là, c'est-à-dire autour de questions et de réponses en essayant d'apporter un maximum d'exemples. Je vois que oui, j'ai joué un post-it. Est-ce que vous avez d'autres exemples que la Maïf? Oui, on a beaucoup d'autres exemples que la Maïf. Et d'ailleurs, l'idée, c'est de faire venir d'autres personnes et d'autres entreprises qui viendront expliquer comment elles font eux-mêmes, hein, les dirigeants eux-mêmes, pas simplement à travers la voix de consultants comme nous qui les aidons, mais leur propre expérience, et de pouvoir justement amener des réponses qui ne sont pas forcément la réponse, hein, mais qui sont des réponses, des expériences qui peuvent aider chacun d'entre vous à vous forger vos propres convictions, vos propres démarches sur les travaux que vous menez sur ces sujets-là. Donc en tout cas, voilà, vous comprenez aussi pourquoi on a appelé ça la raison d'être en vrai. On a envie d'avoir ce type d'échange ensemble. Donc si ça vous plaît et que vous avez envie d'y participer, ben, vous serez les bienvenus. Et toutes ces questions sont pour nous très, très riches et très intéressantes puisqu'elles permettent d'alimenter la matière sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet en devenir et qui va encore évoluer avec le temps. Tu voulais dire quelque chose, Anne-France? Non, je voulais juste vous remercier tous. On aimerait voir une mosaïque de visages et se parler, mais bon, ce n'est pas possible encore aujourd'hui. Merci encore d'avoir été là nombreux. On serait ravis de se retrouver le 19 mai pour le prochain rendez-vous. Donc, ce coup-ci avec donc un dirigeant qui reprendra tous les points qu'on a abordés ensemble et partagera tout ça avec vous. Donc, prenez soin de vous surtout et à très bientôt. Ouais, prenez soin de vous et à bientôt tous alors. Au revoir. Merci, au revoir.